Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, a reçu en audience ce vendredi une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains conduite par son président Ahmed Reda Tchami, président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Le point de cette audience en début de journal. La COP15 qui s'est officiellement achevée ce vendredi, les participants ont été invités à prendre part à un dîner officiel de clôture à l'hôtel Sofitel Ivoire hier dans la soirée. La Côte d'Ivoire, reconnaissant de leur présence, mieux de leur participation, a voulu ainsi les remercier. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Fini les grandes interrogations. Le nouveau sélectionneur de l'équipe A de football de Côte d'Ivoire s'appelle Jean-Louis Gasset, l'ex-entraîneur de Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux. Il remplace à ce poste Patrice Baumel. Il aura pour adjoint Emers Faé, l'ex-international ivoirien. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, nous le disions à l'instant dans les titres, a reçu en audience ce vendredi une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains, conduite par son président Ahmed Reda Tchami, président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Au nombre de la délégation figurait le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaawele. Et cette rencontre avec le vice-président s'inscrit dans le cadre de la tenue d'un atelier international à Abidjan portant sur le changement climatique. Jérôme Kofi Abola. Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, ce vendredi. Ces personnalités au sein d'une délégation de 4 membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCESA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. On était très heureux d'être reçus par monsieur le vice-président et nous étions là en tant que UCESA, donc l'Union des conseils économiques et sociaux et organisations similaires d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan parce qu'il y a un atelier sur le changement climatique extrêmement important. Ce qui est bien, c'est parce que ça se déroule concomitamment avec la COP15. Nous avons conduit une étude dans plus de 16 pays africains, une étude de perception des changements climatiques vus par les citoyens africains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont décidés à agir et ils pensent qu'ils peuvent agir avec les gouvernements pour avoir des politiques d'adaptation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Eugène Akaawele, a saisi l'occasion pour évoquer l'honneur qui est fait à son pays à travers cette session. La Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce premier atelier de l'UCESA parce que c'est le tout premier qui est organisé par l'UCESA et c'était donc en juin dernier, juste après ma nomination à la tête du CESA Côte d'Ivoire, que nous avions eu une rencontre importante à Rabat et à cette occasion, la Côte d'Ivoire, connue pour son hospitalité, a été retenue donc par le président du CESA pour accueillir cet atelier. L'UCESA, ou l'Union des conseils économiques et sociaux africains, regroupe environ 20 pays sur le continent. Clap de fin pour la COP15 ce vendredi. On en parle dans un instant. La COP15 qui s'est achevée donc ce vendredi avec la cérémonie de clôture à laquelle a pris part le Premier ministre Patrick Achi qui a salué la participation des jeunes et des femmes à cette COP et qui s'est également réjoui de l'engagement des 197 États partis pour la réussite de cette convention. À plus de détails dans nos prochaines éditions. Des remerciements donc adressés aux participants de cette COP15 matérialisée hier jeudi dans la soirée par un dîner officiel de clôture à l'hôtel Sofitel Ivoire. La Côte d'Ivoire, reconnaissante de leur présence, les a donc conviés à ce dîner officiel. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi qui, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, a élevé le secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, dans l'ordre national. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Un toast pour célébrer l'excellence des travaux tenus à Abidjan à la faveur de la COP15. Jeudi soir, au Sofitel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dit sa reconnaissance à la faveur du dîner de clôture offert à la COP. La lutte contre la désertification et la sécheresse est une question
de survie de l'humanité. Et encore plus pour les pays en développement où les techniques culturelles restent traditionnelles et extensives. L'initiative d'Abidjan, adoptée dans ce sens, permettra à terme la restauration et la préservation des forêts en vue de soutenir la politique de développement agricole et durable de notre pays afin qu'elle soit plus résiliente. L'occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de réitérer les vives félicitations du président Alassane Ouattara au secrétaire exécutif de la Convention, Ibrahim Thiaw, distingué dans l'ordre national. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais adresser mes remerciements et mon infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, pour ce grand honneur d'avoir accepté sans hésiter d'être l'hôte de cette COP 15 et d'avoir fait de cette COP une étape inoubliable qui sera gravée dans les annales de la diplomatie environnementale internationale. La COP 15 referme ses portes ce 20 mai. Plus de 197 pays auront pris part à ces travaux relatifs à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Et au regard des enjeux portés par cette COP 15, quelle pourrait être l'implication des conseillers économiques africains? En voici avec Sidonie Davila. Les conseillers économiques se mettent en première ligne dans la lutte contre les changements climatiques. Les experts de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique, UCESA, mènent d'intenses réflexions. En se rendant disponible pour accueillir cet atelier international, l'Assemblée consultative ivoirienne n'a fait en réalité que mettre en œuvre une instruction particulière du président de la République, instruction relative à la place que doivent prendre et le rôle que doivent jouer les institutions de la République de Côte d'Ivoire dans les organisations internationales auxquelles elles appartiennent, notamment les organisations africaines. Relever les défis liés à ces changements est une ambition qui appelle des efforts d'envergure ainsi qu'une attention soutenue de la part de l'ensemble des acteurs étatiques et internationaux du secteur privé et de la société civile. L'UCESA espère trouver des solutions innovantes et durables pour le bien-être des populations africaines lors de cette assise co-présidée par Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que celui du Maroc, Ahmed Reda Chami, également président de la fêtière des chambres consultatives UCESA. Dans notre union, cet engagement se traduit par, d'abord, une amélioration des connaissances sur le changement climatique en intégrant les perceptions et les besoins des citoyens africains. Il se traduit aussi par la mise en place de partenariats stratégiques, à la fois avec le monde académique et des institutions régionales et internationales en charge de la question climatique. Cette rencontre de haut niveau se tient dans le cadre de la COP 15 sur les bords de la lagune Ébrié. Un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire, rappelle l'émissaire du gouvernement. Nos États ont besoin de lumière, des expertises, des réflexions qui contribueront à avoir une meilleure visibilité des mécanismes à mettre en place en vue de relever le défi qui se présente à nous. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a engagé notre pays dans une politique vigoureuse pour atténuer les effets du dérèglement climatique afin de pérenniser son modèle de développement et préserver les générations futures des désastres économiques et sociaux. Mamadou Touré salue cette initiative de l'UCESA. Créée en 1994, cette fêtière regroupe les conseils économiques et sociaux d'Afrique. Le dossier VDC de cette édition nous conduit dans le nord du pays, à Teini-Toubour, dans le Boun-Kani. La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs semble impossible. La raison de cette difficile cohabitation, les conflits qui éclatent entre éleveurs et agriculteurs dans cette zone du pays. Les dégâts causés par les bœufs sur les cultures constituent la source de ces conflits qui aboutissent dans bien des cas, et cela malheureusement, à des pertes en vies humaines. À quelle solution pour une paix durable dans ces contrées? Comment concilier l'agriculture et l'élevage?
dans le même environnement. Un dossier signé Ami Sissoko. Nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Bonkani, Téni, à près de 100 km de Bouna, la capitale régionale. C'est la saison des labours. Sepp, qui commence à peine à labourer son champ, est inquiet. Si le bœuf là est venu couper 3 fois, il a gâté. Il ne peut pas faire quelque chose encore. C'est fini ça. Les conflits éleveurs-agriculteurs sont récurrents dans le nord de la Côte d'Ivoire, zone d'élevage et de transit du bétail en provenance du Mali et du Burkina Faso vers des régions plus vertes. En cause, selon les éleveurs, l'occupation des prairies et des couloirs de transhumance. Avant, là, il y a place. Aujourd'hui, là, ils sont faits sans partout. Même cette année, tu as resté tombé, tu as fait parc, tu as quitté parc, tu as changé parc. Là, il y a d'autres qui viennent faire, on dit quoi, champ là-bas. La notion de couloir de transhumance n'est pas maîtrisée par les éleveurs. Un peuple peut venir d'une localité, il demande qu'on lui accorde peut-être un endroit pour créer une petite hutte quelque part. Et ces animaux sont en brousse, souvent à 1 km du village. Ils paient les droits pour nourrir les animaux en question. Parce que bon, on prive quand même, il faudrait qu'on le dise, hein, les paysans de leur terre. Ibrahim Palé est le président des éleveurs de Téni. C'est bien souvent qu'il rencontre les membres de la communauté Peul, ses propriétaires traditionnels de bétail. Avec eux, il aborde leurs préoccupations. Elles sont pour l'essentiel liées à l'insuffisance des pâturages. La population a augmenté. Aujourd'hui aussi dans notre zone, nos frères de l'autre côté, que ce soit du Burkina, tout le monde est rentré là. En plus aussi, tous ceux qui sont venus, c'est des agriculteurs qui cherchent de la nourriture. Donc les champs ont augmenté, c'est ce qui a fait qu'il n'y a plus de pâturage. La rareté des pâturages, beaucoup l'expliquent dans la zone par l'occupation des couloirs de transhumance qui, elles, découlent de la vente des terres à tout venant par les autochtones. Les éleveurs nous accusent d'avoir cultivé sur le passage des bœufs et nous accusent pour rien. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais montré un lieu où les bœufs doivent passer pour aller boire de l'eau au barrage. Si ce n'est pas que derrière le village. Accusés de vendre les terres, sans tenir compte des couloirs de transhumance, les populations villageoises s'en défendent. Ici, à Toubor, le chef de terre nie cette accusation. Chez nous ici, on ne vend pas de parcelles. Celui qui vient travailler, on lui donne du travail. Il ne doit pas s'aimer en accord dedans. S'il s'aime en accord dedans, ça va envoyer conflit un jour. Si tu veux récupérer, il ne va pas vouloir. Une autre source de conflit entre éleveurs et agriculteurs, l'accès à l'eau. À la recherche donc de ce précieux liquide qui doit être de bonne qualité pour éviter de rendre le troupeau malade, il arrive aux bouviers de parcourir de longues distances. Cette traversée est souvent émaillée de conflits, souvent suscités par la destruction des champs par le bétail. Ici, là, ce n'est pas les routes, c'est nos champs. C'est à cause du bas-fond. Actuellement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. C'est sec, souka en bas là-bas. Mais le bœuf, là, toujours, il passe là. À la diminution du foncier rural se greffe le changement climatique. Le nord de la Côte d'Ivoire, une zone chaude, connaît en effet la sécheresse, visible avec l'assèchement de plusieurs cours d'eau. À Toubor, ce barrage dont la surface rétrécie est le seul où les troupeaux s'abreuvent. Ils ont fait ce barrage, je pense que vers 80. C'était un petit barrage, mais avec le nombre d'effectifs, les gars qui sont là aujourd'hui, fait tarder ça. Quand tu vas là-bas, ce n'est pas les bœufs seulement qui boivent. À certains moments, même les parents, même nous-mêmes, on boit, parce qu'on a problème d'eau. Mais on ne parle plus d'affaires d'eau, puisque le château, ils sont en train de faire. Si Dieu le veut, ça va aller. C'est le changement de climat qui a envoyé tout ça. Sinon, à l'époque, quand on avait ces rivières-là, on avait ces fleuves-là qui ne séchaient pas, il n'y avait pas tous ces conflits. Maintenir un climat de paix dans cette zone est une préoccupation permanente. Dans le Bonkani, les populations, pour ne pas en rajouter à leur situation, choisissent de régler leurs différends à l'amiable. Quand on voit sur le ciel de là qu'il n'y a pas d'entente, on se dirige vers le sous-préfet qui fait le constat et puis on dédommage le propriétaire des champs. Le sous-préfet, quand il ne peut plus, donne ça à la justice, ça veut dire à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie, ils font leurs enquêtes, mais eux, ils ne vous fixent pas un quota. Voilà, ils vous renvoient à la justice.
à Bouna. Bon, là-bas, c'est le dernier recours. Arrivé là-bas, ce qu'on vous a donné comme maman, c'est obligé que vous payez. Le député de la circonscription des TNI, Togo et Gogo, Omar Ouattara, a quelques solutions. Les éleveurs, s'ils sont sédentarisés, forcément, ils sont des voisins, ils sont devenus maintenant des personnes qui vivent dans les mêmes surfaces. Donc, des solutions seront trouvées. Il y a aussi le fait qu'il y a des zones de pâturage qui sont en train d'être déterminées. Il y a Fiki où il y a vraiment une parfaite collaboration entre l'élevage et l'agriculture. En matière de résolution des conflits éleveurs-agriculteurs, le village de Fiki, à 10 km de TNI, est un bel exemple. Une zone de 868 hectares est dédiée exclusivement au pâturage. Tout le bétail du village y est convoyé. Il y reste du début des travaux champêtres jusqu'à la fin des récoltes. Depuis qu'on a cette solution, on sait qu'actuellement à Fiki et peut-être les zones qui sont à côté de Fiki, il y a la cohésion sociale parce que depuis ce temps, entre agriculteurs et éleveurs, vraiment, on communique. Pour une gestion satisfaisante du foncier agro-pastoral, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du mercredi 9 septembre 2015 un projet de loi. Il vise une solution satisfaisante et durable de la question de la cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs, notamment dans les régions du nord et du centre du pays. Le gouvernement entendait ainsi favoriser une cohabitation paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité des animaux et une grande intégration des activités agricoles et pastorales. Et loin des épineux conflits entre agriculteurs et éleveurs dans un environnement plus propice, la ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, a rencontré le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Objet de cette rencontre préparée, la tenue prochaine à Abidjan de 3 grands événements. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum 2022, les 13 et 14 juin 2022, le groupe consultatif du Plan national de développement PND 2021-2025, les 14 et 15 juin prochains, et le Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne, les 16 et 17 juin 2022. Elle a surtout exhorté le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à s'approprier ces événements en invitant des délégations de leur pays à prendre part à ces différents forums. Reportage. Abidjan bouge. Pour juin 2022, la capitale économique ivoirienne accueille de grandes rencontres internationales. Du 13 au 17 juin, 3 forums. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum 2022 les 13 et 14 juin. Le groupe consultatif du Plan national de développement PND 2021-2025 le 15 juin. Et le Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne les 16 et 17 juin. Pour une participation optimale des pays, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre corps diplomatiques, représentants des organisations internationales et ministères d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Business Forum va permettre aux entreprises d'avoir un certain nombre d'informations sur, le potentiel de développement de la région, sur les secteurs les plus prometteurs et sur aussi des secteurs sur lesquels l'Union européenne a une très forte compétence et qui sont des secteurs qui vont émerger dans nos pays. L'Africa Forum revient en force cette année à Abidjan pour être cette plateforme de haut niveau pour les États africains, pour les entreprises africaines, pour les multinationales, pour les partenaires bilatéraux, pour les principales institutions financières qui sont actives sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a élaboré le 3e plan national de développement 2021-2025, bien entendu en cohérence avec l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Le besoin de financement qui se dégage donc de ce cadrage est de l'ordre de 9 400 milliards, environ 17 milliards de dollars. D'où l'importance pour nous d'organiser le groupe consultatif. La ministre d'État exhorte les ambassadeurs à inviter gouvernements et secteurs privés de leur pays à prendre part à ces événements. Ces rencontres seront l'occasion pour les opérateurs économiques et les milieux d'affaires venus du monde entier d'explorer les possibilités de réaliser des partenariats gagnant-gagnant. Je voudrais donc vous inviter à encourager les acteurs du secteur privé de vos pays respectifs à participer massivement à ces événements qui leur permettront très certainement, par la qualité des relations nouées,
de jouer pleinement leur rôle de moteur du développement et de la croissance du continent africain. Ces moments permettront surtout aux entreprises locales et étrangères de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Un reportage signé Laure Goretti, Alexis Ouedraogo, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, mais également près le sultanat d'Oman, et allé présenter récemment ses lettres de créance au sultan d'Oman. Les détails de cette audience à Mascate avec Éric Goré. Le palais royal à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire reçu par le sultan Aïtman bin Tariq pour la présentation de ses lettres de créance. L'ambassadeur Coulibaly Drissa, présent sur le sol omanais, avec pour mission de consolider les relations de coopération et d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire au sultanat d'Oman. Au cours de cette audience, Coulibaly Drissa a exprimé les chaleureuses salutations et les vives félicitations du président Ouattara au sultan pour les perspectives heureuses quant au développement d'Oman. Rappelons que Coulibaly Drissa est d'abord ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Riyad. Et sa circonscription diplomatique comprend l'État du Koweït, du Bahreïn et le sultanat d'Oman. À toute autre chose à présent, un manuel portant sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire est désormais disponible, dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Il a été présenté officiellement en septembre dernier, mais ce vendredi, il a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. L'ouvrage comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques, ouvrage mis à disposition par le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République. Laure Goretti, Sidonie Davila. Le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République met à disposition un ouvrage sur les institutions de la République dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. L'ouvrage a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. Que serait un citoyen qui ne connaît pas son État? Les institutions de la République, ce sont les valeurs de l'État. Il est important d'en faire une communication. Et non seulement une communication, mais de construire l'Ivoirien nouveau à partir des institutions de la République. Cet ouvrage est un outil utile qui facilite la compréhension du cercle de la gouvernance politique et l'actualité des institutions, selon Issoufou Coulibaly, représentant du ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné. La formation et l'information doivent être continues, puisque les institutions s'adaptent. En 2016, nous avons eu la Troisième République avec les nouvelles institutions qui sont créées. Il est important que ces nouvelles institutions qui sont venues compléter l'armature institutionnelle de la République de Côte d'Ivoire soit connue du grand public. Voilà pourquoi ce manuel a été fait. Et les personnes les mieux outillées, les mieux adaptées, les personnes les plus idoines pour le faire, ce sont les médias. Ce manuel gratuit de 215 pages a été présenté officiellement en septembre dernier. Un programme de présentation et de distribution a été établi aux groupes socio-professionnels, institutionnels et des structures de jeunesse. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 20 mai 2022 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 9 guéris et 0 décès. À la date du 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 044 cas confirmés, dont 81 213 personnes guéries, 799 décès et 32 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 513 792. Le 19 mai 2022, 13 765 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 729 475 doses du 1er mars 2021 au 19 mai 2022.
Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était l'invité du petit déjeuner de presse organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la qualité des poissons chinois, l'indemnisation des éleveurs de Grand Bassam et la pénurie du poisson-thon dans le mois d'avril, occasion saisie par Sidi Tiemoko Touré pour parler des mécanismes engagés par son ministère pour faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en ressources animales et halieutiques. Cheikh Koné nous en parle. Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, était face aux hommes et femmes des médias. Durant 2 heures d'horloge, toutes les questions d'actualité sur son secteur ont été explorées, entre autres la pêche illicite, l'indemnisation des éleveurs de Grand Bassam et la qualité des poissons sur le marché ivoirien. Tous les produits qui rentrent dans la consommation ivoirienne font l'objet d'analyses préalables, que ce soit des produits en importation, des produits à l'exportation, des produits directement mis à la consommation. Et la direction des services vétérinaires intervient pour assurer la qualité de ces différents produits. Mais il faut l'avouer, le poisson produit localement est meilleur en termes de goût que le poisson qui vient congelé. La question sur la pénurie des poissons-thon constatée sur le marché dans le mois d'avril a également été évoquée. Il n'y a pas eu de pénurie, j'aimerais vous rassurer. Après la prise du décret qui régule un tout petit peu le prix du thon, poisson garba pour le bénéfice des consommateurs, il était important que nous assurions un peu la police auprès des acteurs pour qu'ils respectent cette mesure. Parce qu'il y avait énormément de spéculations coupables qui n'étaient pas dans l'intérêt des consommateurs. Sidi Touré a par la suite décliné la politique de l'État de Côte d'Ivoire pour une autosuffisance en protéines animales et halieutiques. Le Premier ministre et le Président de la République ont donné une instruction ferme à l'effet que, pour ce qui concerne le poisson, dans les 2 prochaines années, nous soyons exportateurs de poissons. Et ceci est possible. Pour ce qui concerne les productions animales, nous avons engagé une forte initiative avec nos partenaires brésiliens à l'effet de nous aider et partager les expériences. Ce petit déjeuner de presse est une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est cela. Amener les premiers acteurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Ça peut être le Premier ministre, ça peut être une personnalité de haute distinction qui exerce, si vous voulez, dans un secteur bien donné de la société, d'intérêt national, pour venir expliquer et donner la bonne et vraie information aux journalistes. L'autosuffisance en protéines animales et halieutiques face au défi de l'employabilité de la jeunesse est le thème sur lequel s'est articulé ce petit déjeuner de presse. Faisons à présent un tour à la 12e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, qui se tient depuis le 17 mai dernier. Ce salon accueille des milliers de visiteurs par jour. On y retrouve toutes sortes de livres. Lecteurs et auteurs échangent autour de leur passion pour le livre. Cette année, c'est le Sénégal qui est le pays à l'honneur. Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Enfants, adolescents et adultes, tous venus à la découverte du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Une diversité d'ouvrages, des écrivains de renom qui plongent les visiteurs dans l'univers de la littérature. J'aime beaucoup Onziata Ouattara, j'aime énormément ce qu'elle fait. Venir au SILA et puis la voir comme ça, vraiment il y a l'émotion. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'ai lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit nos vocabulaires. Les œuvres littéraires de Camara Nangala ont bercé pratiquement mon enfance et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de le rencontrer. C'est le lectorat qui fait l'écrivain. Et si aujourd'hui je rencontre des personnes qui me lisent depuis des dizaines d'années, je ne peux qu'en être heureux. Dans cette ambiance, Floppy Mendoza, conteuse ivoirienne, tient des écoliers en haleine. Quand les enfants ont vu, ils ont couru, ils sont allés au village, appeler tous les parents. Les parents sont arrivés, ils ont demandé pardon au génie Tatibo. Le génie dit non, 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 non. Pour cette 12e édition, le Sénégal est à l'honneur avec une vingtaine d'écrivains présents. Chaque époque engendre une épopée, chaque épopée produit des légendes, chaque légende devient un mythe et le mythe porte le nom du Sénégal. Sénégal, qui est l'invité du SILA, nous permet de découvrir la riche culture sénégalaise. Renforcer l'amour de la lecture chez les élèves, c'est l'un des objectifs du SILA. Les enfants viennent et lorsqu'ils finissent de lire, on essaie de partager un aspect positif qui a un peu touché dans ce livre-là. Et il y a aussi des petites thématiques en anglais qu'on laisse aussi aux enfants. Au SILA, une place de choix est accordée à la promotion du patrimoine culturel africain. Vu la faible représentativité des héros noirs dans la littérature,
on a mis en place l'univers Ultime Griot où on propose des héros qui nous ressemblent. On a Porokuni, qui s'inspire du Poro. Puis à l'intérieur, on essaie de démystifier tout ce qui est rite traditionnel Semifo, l'apprentissage. Au niveau des années de 3 fois 7 ans, on essaie de véhiculer le Poro à travers ce personnage. Le SILA est l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Afrique. Il accueille des milliers de visiteurs par jour. Troisième titre de cette édition en sport, l'ex-entraîneur de Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, a été désigné nouveau sélectionneur de l'équipe A de football de Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste Patrice Baumel. Emers Faye, l'ex-international ivoirien, sera son adjoint. Annonce faite ce vendredi par Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est sur cette information que se referme les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.